Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour la review de ce magnifique chapitre, mais avant tout, je voulais vous parler rapidement. Déjà, désolé pour le manque d'activité dernièrement, il y a plusieurs raisons à cela. Suite au dernier mouvement qu'il y a eu sur YouTube le mois dernier, mon moral a été assez éreinté pour perdre absolument toute envie de bosser, toute envie tout court en fait. Les raisons sont multiples et toutes très simples, on en parlera peut-être un jour, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai vu et réalisé à nouveau qu'une communauté exceptionnelle me suivait quotidiennement. C'est pour cette raison que je m'excuse de vous avoir laissé tant de temps, mais on va repartir sur de bonnes et de nouvelles bases. D'ailleurs, dès demain, une vidéo très spéciale fera son apparition sur la chaîne puisqu'elle sera en collaboration avec un autre youtubeur. Je vous laisse la surprise, mais je compte vraiment sur vous pour être présent demain, surtout qu'on offre une vidéo sur nos chaînes respectives, ce qui vous fait 2 petits bijoux à mater. Et ce n'est pas tout encore. Neto, le modérateur en chef de la Goji Corp, est celui qui est à l'origine de A à Z du serveur Discord Goji. Voilà, ce serveur Discord a récemment changé pour devenir celui de Goji et Nina afin de regrouper nos 2 communautés sur un seul et même navire. Bref, Neto a bossé pendant des années dans son coin et loin de mon regard sur son One Piece à lui, Discord Line, un bot Discord qui vous fera voyager à travers toutes les mers du monde, toujours sur le signe de One Piece. En rejoignant simplement le serveur en description, vous pourrez commencer à jouer seul ou avec vos potes, découvrir des îles et leurs personnages, leurs PNJ, améliorer votre bateau et votre équipage pour aborder les autres joueurs et accomplir les quêtes les plus périlleuses afin d'obtenir le légendaire One Piece. Bien sûr, vous allez devoir passer par l'obtention des poneglyphes et leur déchiffrage. Il y a tellement de choses à faire et tellement de bons moments à passer que je ne peux que vous inviter à essayer. Si vous comprenez pas tout au début, il n'y a pas de souci, tout un guide complet a été mis en place. Si vous avez une question, les autres joueurs, moi-même et les maîtres du jeu seront là pour vous aider. En tout cas, vous avez plusieurs dizaines voire même centaines d'heures de jeu devant vous. Si vous ne savez pas quoi faire en ces temps de confinement, alors n'hésitez surtout pas, ça serait un véritable kiff de vous voir jouer dessus en solo ou même avec vos potes. Voilà, c'était un instant pub absolument pas rémunéré mais 100% sincère malgré tout. On commence cette review avec comme d'habitude le petit abonnement et like si elle vous plaît. Merci à vous les bros et c'est parti. Comme nous l'avions vu, le dernier chapitre clôturait la étonnamment grande mini-aventure de Bege et sa famille. Aujourd'hui, une nouvelle page de couverture fait alors son apparition et étonnamment, encore une fois, ce sont 2 personnages liés à Lola qui font leur apparition. 2 écureuils ayant eu les ombres des frères Risky se dévoilent à nouveau après plusieurs années de silence complet. Est-ce un hasard qu'Oda mette en avant autant de personnes liées à Lola et Thriller Bark? Malheureusement, il m'est impossible de le savoir, mais c'est troublant. Très troublant. Pas de théorie ou quoi que ce soit d'autre, ça peut être un parfait hasard que je voulais simplement notifier. Des choses bien plus intéressantes nous attendent dans ce chapitre. Au chapitre 992, Marco et Big Mom ont eu un premier échange concernant le futur de cette guerre. Le premier commandant de Barbe Blanche souhaitait évincer la Yonko sans risquer de la combattre. Il se trouve que l'humeur a totalement changé dans ce début de chapitre, montrant un affrontement entre Marco et Big Mom. C'est avéré une nouvelle fois ici même, la présence d'un autre Yonko est bien trop sérieuse pour le bon déroulement de cette attaque. Actuellement, en vaincre un est déjà un exploit, alors 2 semble totalement surréaliste et c'est un véritable problème que je n'arrive toujours pas à concevoir. Un nouveau clash élémentaire fait rage entre le feu de Prométhée et le feu de Marco. Étonnamment, les flammes de Marco semblent plus puissantes que celles de Prométhée qui pourtant sont connues comme ne dégageant pas de chaleur. Sans doute dû à la puissance du Zoan du Phénix qui d'ailleurs tiendra particulièrement bien la tête à Big Mom malgré un avantage certain pour la femme la plus forte au monde. La brève alliance avec Perospero se retournera alors contre Marco puisque le premier fils de la famille Charlotte le tiendra en joue, prêt à l'exécuter d'une flèche créée en bonbon de son Peronomi. Et cette scène nous permettra d'en enchaîner sur une encore plus incroyable, l'apparition et la vengeance de Carrot et Wanda, toutes 2 transformées en Sulong. Bondissant des ténèbres, elles attaquent Perospero, lui étant à l'origine de la mort de Pedro, sauvant Marco et neutralisant temporairement le fils de Big Mom. C'est toujours un plaisir de voir Carrot en Sulong, du moins personnellement. Sa première transformation m'avait vraiment marqué et a déclaré en moi un amour d'autant plus marqué pour les mix et un intérêt supplémentaire de les voir en Sulong. Onigashima a donc été une joie que de découvrir tous les mix éveillés par la lueur du clair de lune, ce qui est également le cas de Wanda dans ce chapitre. Elle qui fut l'une des premières et principales mix rencontrées nous dévoile aussi sa forme ultime et majestueuse comme toutes les autres. Elles s'occuperont de Perospero quand Marco lui partira derrière Big Mom se ruant dans le cœur de la bataille. Ce qui est intéressant ici c'est qu'elle avoue ne pas avoir d'âme à utiliser contre lui pour le moment, comme si elle avait en réserve une âme assez puissante pour contrer la puissance de celui qui donnait déjà brièvement tête à un amiral. Je me demande alors si elle a un atout ultime ou si c'est une sorte de foreshadowing pour utiliser une nouvelle et puissante âme qu'elle va acquérir durant la bataille. En tout cas si elle
elle récupère cette fameuse nouvelle âme, alors ça signifie qu'une nouvelle mort va avoir lieu puisque Big Mom n'est pas capable de prendre une âme d'un corps vivant. Reste à savoir si cette idée se confirme, mais une mort aussi marquante dans une telle guerre n'est absolument pas improbable. Justement, nous arrivons à l'intérieur du dôme d'Onigashima. La maladie Coriolis de Queen se propage encore et encore au point de toucher deux Mugiwara. Le premier se trouve être Brook, ce qui reste rassurant puisque n'ayant pas d'organes ou de muscles pouvant être contaminés, mais c'est plus inquiétant pour le deuxième, qui est Chopper. Le seul médecin de l'équipage n'a plus que quelques minutes devant lui avant de se transformer en un démon de glace, en espérant que la présence de Marco et ses capacités médicales avancées parviendront à le sauver. En tout cas, le remède lui devra vite être récupéré. Je vous rappelle que dans les chapitres précédents, c'est Apu qui servait d'appât en récupérant l'antidote. Drake et Zoro étant à sa poursuite, il parvient à bloquer leurs deux attaques simultanément d'une facilité déconcertante. Et je dois avouer ne pas avoir particulièrement apprécié ou compris ce passage d'ailleurs. Drake ayant été capable de quasiment one-shot un Number, c'est Zoro lui à one-shot un autre supernova qui est killer, je me suis demandé comment un mec comme Apu ait réussi à parer les deux attaques de ces monstres de puissance. Tout ce que ça fait, c'est décrédibiliser leur force pour booster un mec qu'il était déjà beaucoup dans cet arc d'Onigashima, après être parvenu à assommer Luffy sans même le toucher pendant plusieurs secondes. Certes, les supernovas sont la représentation de la puissance brute, mais là c'était peut-être un peu trop et trop peu justifié pour ma part. Le fait que je sois pas forcément fan de Apu doit aussi y jouer et m'empêche d'être réellement objectif. En parlant de puissance, une scène va sûrement faire couler beaucoup d'encre dans ce chapitre. Queen analyse les primes de l'équipage des Mugiwara et en ressort celle de Sanji et Zoro. Il tiendra un argument de taille dans les futures comparaisons de puissance en disant qu'il serait plus intéressant de vaincre leur deuxième et troisième meilleur commandant le plus vite possible. Donc oui, Zoro et Sanji sont bien les deux meilleurs combattants après Luffy d'après Queen. Ça me permet de faire une mise au point sur la vidéo Monster Trio que j'avais sortie dans l'année. En effet, vous avez été extrêmement nombreux, voire carrément majoritaires à l'apprécier, mais à tiquer sur un passage parlant de Jinbei. En effet, vu la puissance que possède ce personnage, il me semblait primordial de l'intégrer dans une telle vidéo. Et j'avais mentionné que même si actuellement sa force peut dépasser celle de Zoro, il sera très vite rattrapé par le futur meilleur épéiste au monde qui a un potentiel bien plus élevé que Jinbei ayant atteint son summum de puissance. Donc étant donné que Jinbei n'était pas prévu au programme et venant tout juste d'intégrer l'équipage, je pense que Queen ne l'a pas compté dans l'équation des meilleurs combattants des Mugiwara. C'était une simple parenthèse concernant celui qui aspire la crainte et la terreur chez les autres. Concernant Sanji et Zoro, eh bien aucune surprise à ce que notre cher Cuisto soit troisième dans ce classement. Après tout, c'est déjà énorme et il n'a rien à envier à personne. Reste maintenant à savoir si Queen s'est basé uniquement sur les primes pour tenir un tel discours ou si Oda a effectivement tenté d'éclaircir ce sujet mystérieux et sujet à débat que sont les rapports de puissance dans One Piece. Sanji aura tout de même une particularité intéressant Queen, son nom de famille Vinsmoke. D'après ses propos, la calamité semble connaître Judge Vinsmoke, voire peut-être même personnellement. Ça reste forcément intriguant quand le background de Judge fait qu'il a travaillé avec Vegapunk sur le linéage génétique dans leur jeunesse. Queen lui nous a montré ses capacités incroyables dans la conception de maladies, comme c'est le cas avec l'actuel Kuri Oni. Est-ce que les deux sont-ils donc liés? Dans l'idée, Queen aurait pu soit travailler avec Judge, soit être lié à lui d'une certaine manière, en ayant récupéré certains de ses travaux pour développer à son tour des maladies pouvant changer l'entière génétique d'un contaminé. Ainsi, cette maladie transformant les victimes en démons de glace aurait à voir avec les travaux de Judge, et Sanji pourrait en faire une affaire personnelle. Le troisième des Mugiwara se battra-t-il contre le troisième de l'équipage de Kaido? Ça, nous le verrons dans les prochains chapitres. L'ambiance change totalement. C'est encore aux Mugiwara de souffrir, sauf que cette fois-ci, c'est Nami et Usopp qui sont dans une situation des plus compliquées. Souvenez-vous, au chapitre 991, Usopp et Nami avaient provoqué Ulti et Pajuan. Enfin, surtout Usopp pour le coup. Il se trouve que le déroulement du combat nous est inconnu, mais la finalité, elle, est inquiétante. Nami et Usopp sont déjà à bout. Et encore, c'est un doute euphémisme, puisqu'il me semble littéralement être aux portes de la mort. Nami est dans l'incapacité de combattre, gisant ensanglanté sur le sol. Usopp est le seul pouvant tenter de se défendre en utilisant son Midoriboshi Devil pour sauver sa Nakama, mais Pajuan et Ulti sont d'un niveau bien trop supérieur. Usopp utilisera alors tout son panel d'attaque, en vain, puisque la Tobiropo parviendra à se rapprocher suffisamment de lui pour lui infliger son coup de tête fatal, celui qui aura d'ailleurs impressionné Luffy. Son crâne se verra être fracturé, exactement comme lors de son combat avec Chopper face aux membres du Baroque Works sur Alabasta, un coup d'une violence inouïe. Usopp étant hors jeu, il ne reste plus que Nami qui se retrouve face à un dilemme qui n'en est en réalité pas un. Ulti lui demande d'avouer que Luffy ne sera pas le roi des pirates, ce qui lui laissera la vie sauve. L'âme d'un Mugiwara est la confiance en leur capitaine. Tout comme elle l'a déjà fait par le passé et même aux frontières de la mort, elle ne peut se résoudre à mentir comme Usopp le ferait. Oui, Luffy sera le roi des pirates. C'est toujours un moment incroyable que de voir la détermination des Mugiwara et l'amour qu'ils ont pour leur capitaine. Malheureusement, c'est aussi ce qui allait signer le
clap de fin pour la navigatrice des Mugiwara, prête à être exécutée par l'attaque explosive d'Ulti. C'est ce qui se serait passé si Otama n'était pas apparu de nulle part, chevauchant Komachiyo qui viendra attaquer Ulti, libérant Nami. Enfin nous y sommes. L'un des premiers personnages ayant été introduit durant l'arc de Wano Kuni va enfin se dévoiler. Comme vous le savez sans doute, je place beaucoup d'espoir en Otama depuis le début de Wano Kuni pour diverses raisons. Mais deux choses me font dire que son importance sera capitale. Le lien qu'elle possède avec Ace et que Yamato même semblait posséder avec lui. Otama et Yamato sont inexplicablement liés l'une à l'autre. Et si Oda décide d'intégrer une si jeune enfant dans une si grande guerre, c'est qu'elle sera à l'origine de quelque chose de grand, d'une révélation. Rappelez-vous également que l'équipage de Kaido souhaitait la capturer au début de l'arc, car ils étaient intéressés par son fruit du démon capable de contrôler les animaux. Outre les animaux, ce sont aussi les Smiles qui ne peuvent résister à ce pouvoir, comme lorsqu'elle a amadoué Speed et Babanuki. Il s'agit pour moi d'un élément clé nécessaire à l'éveil de plusieurs Smiles, ce qui va alors développer de manière incroyable la puissance de l'équipage de Kaido. Cependant, l'inverse peut aussi se produire. La mythologie japonaise veut que l'ogre démoniaque vivant sur l'île d'Onigashima se fasse vaincre par Momotaro, accompagné d'un singe, d'un chien et d'un faisan, qu'il aura recruté grâce à des Kibidango. L'ogre démoniaque dans One Piece étant Kaido, l'île d'Onigashima porte le même nom, il ne manquait plus que Otama dans l'équation. Elle qui aura recruté le chien, le singe, ne doit plus que recruter le faisan pour parfaire son rôle. Peut-être qu'elle a déjà recruté d'ailleurs et que c'est grâce à lui qu'elle a atteint l'île. Qui sait? Actuellement il est impossible de préciser ce qu'elle est vraiment, mais elle vient de me donner une nouvelle raison de suivre les événements d'Onigashima avec une intention des plus particulières. C'est la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu parce que ce chapitre était un délice. N'oubliez pas, Discord Line est disponible en description et je compte vraiment sur vous pour venir y faire un tour et vous faire votre avis. En attendant, je vous souhaite un agréable vendredi les bros et je vous dis à demain. Peace.